Je commencerai par m'inscrire complètement dans les pas de tout ce que tu as soulevé, Élise, parce que tout ce qui arrive à l'éducation arrive aussi aux gens qui travaillent dans le spectacle. Les gens qui travaillent dans le spectacle sont au contact des élèves à tous les niveaux de notre système éducatif. Ils sont au contact des élèves pour les ateliers de pratique artistique et puis pour les activités après l'école. Et tous les cas de relégation sociale, on le vit dans l'école et on le vit dans la culture. La discrimination scolaire, elle est aussi une discrimination de l'accès à la culture classique et aussi de l'accès à la culture contemporaine. Il y a donc un besoin de préserver autant l'école que le reste de toutes les activités où les enfants sont engagés et où nous tous nous sommes engagés. La culture en fait partie. Sur le sujet qui me concerne personnellement, puisque moi je suis un travailleur du spectacle, un intermittent comme on dit, le monde de la culture se situe à la confluence de trois phénomènes. L'abandon de l'État, qu'on voit dans tous les domaines où l'État intervient, la marchandisation de la société, et puis aussi la restriction de toutes les politiques sociales qui étaient jusqu'ici chargées d'aider les gens les plus précaires. L'abandon de l'État se traduit par la baisse des budgets, mais cette baisse des budgets, ce n'est pas seulement quelque chose de comptable, ce ne sont pas seulement des lignes de crédit, ce ne sont pas seulement des sommes d'argent, ce sont aussi des vies. Ce sont les vies des élèves à qui on refusera ou on rendra plus difficile l'accès à un atelier de pratique artistique. C'est les prix des spectacles qui se trouvent augmentés parce que les financements publics ne viennent pas compenser. Ce sont des festivals qui ferment. Des festivals qui ferment, ça veut dire des moments de pratique culturelle, ponctuels certes, mais au moins présents, et qui ferment dans toute la France. Pas seulement ici, dans le 9-3, mais dans toute la France. Et ça impacte tous les gens qui sont intervenants dans ces festivals, puisque chaque festival brasse des intervenants qui viennent donc de toute la France, à un moment donné, à un endroit, pour montrer leur spectacle. Que ce soit des artistes, que ce soit des techniciens ou des personnels administratifs du spectacle. Et puis il y a la marchandisation de la société. Face au désengagement de l'État, on nous encourage à nous tourner vers les financements privés. C'est-à-dire que les musées sont financés par le privé, comme on a vu récemment s'ouvrir la fondation Machin dans les quartiers chics de Paris, qui accueille des collections prestigieuses. Ces quartiers chics de Paris, la ségrégation sociale joue à plein. La ségrégation culturelle joue à plein aussi. C'est ceux qui ont déjà l'habitude de la culture classique qui iront dans ces expositions privées. Les musées et les établissements culturels publics sont touchés évidemment, puisqu'ils doivent assurer une partie de leur fonctionnement avec des fonds privés, donc avec les desiderata du privé en termes de accueillir une soirée consacrée à une marque, ou alors consacrée à un secteur d'activité, par exemple de l'automobile, mais pas à l'usage des salariés qui fabriquent les automobiles, évidemment. Et puis, il y a le troisième volet, c'est l'effilochement de tout le filet de protection sociale. Ça se traduit par exemple dans un accès beaucoup plus difficile à l'indemnisation chômage. Ça se traduit par une espèce de plan social de ceux qui sont déjà chômeurs. C'est-à-dire que ceux qui sont artistes ou techniciens ou personnels administratifs du spectacle, quand ils ne sont pas payés par leur employeur du spectacle, sont indemnisés par le Pôle emploi. Eh bien le Pôle emploi, l'année dernière encore, refusait l'indemnisation à tous ceux qui se trouvaient à avoir le volant d'activité le plus faible, c'est-à-dire ceux qui ont le plus besoin d'une indemnisation chômage. Et ça a des conséquences dans toute la vie de ceux qui se trouvent jetés de l'indemnisation chômage. Et cette précarité accrue de ceux qui travaillent dans le spectacle,
elle ne se traduit pas par du désespoir. Il y a eu de la lutte au printemps dernier, 2016, contre la loi travail, parce que la loi travail concernait tous ceux qui travaillent, donc aussi les gens du spectacle quand ils se trouvent en situation de travail, et puis elle concernait tous ceux qui travaillent hors du secteur spectacle et qui sont le public de ceux qui travaillent dans le spectacle, et qui, par toutes les conséquences négatives de la loi travail, pourraient se trouver aussi privés de l'accès au spectacle parce que les salaires baissent, parce que les conditions de travail deviennent plus difficiles, ou alors parce que côté spectacle, on est dans une galère plus grande. Et contre cette loi de travail, il y avait à côté, en même temps, au moment où se discutait la loi travail, se discutait aussi la convention générale de l'UNEDIC, c'est-à-dire le texte qui décide comment seront indemnisées toutes les personnes du secteur privé qui se retrouvent au chômage. Ça nous concerne tous. Et parmi les personnes du secteur privé qui se retrouveront au chômage, il y a bien sûr les gens qui travaillent dans le spectacle. Mais les gens qui travaillent dans le spectacle ne représentent qu'une partie de tous les chômeurs de France. Et quand on indemnise mal tous les chômeurs de France, on fait peur aussi à tous les salariés de France qui ont peur évidemment de perdre leur travail. Les intermittents du spectacle ils se sont mobilisés pour eux, parce qu'ils avaient un système d'indemnisation, le mot est difficile à dire, mais le système d'indemnisation était aussi difficile à vivre. Ils avaient un système d'indemnisation qui était, disons-le, une usine à gaz. Heureusement, grâce à la lutte de tous, grâce à la mobilisation de tous, de ceux qui ont lutté contre la loi travail, de ceux qui ont lutté contre cette renégociation de la convention UNEDIC, toute cette effervescence de tous ceux qui ont lutté, grâce à ça, le patronat a dû reculer, le gouvernement a dû céder, et le gouvernement a cédé en intégrant un texte voulu par les intermittents eux-mêmes dans l'indemnisation des intermittents eux-mêmes. Mais ça, ce n'est qu'une petite victoire et qu'une petite victoire temporaire. Parce que la renégociation UNEDIC, elle va redémarrer pour tous les chômeurs et pour tous les salariés qui un jour ou l'autre se trouveront au chômage. Elle va aussi concerner les intermittents du spectacle, mais pas que. Elle va certainement revenir sur tout ce qui a été au moins conservé en l'état, voire même amélioré vers encore plus de dégradation. Donc, en ce qui concerne tous les salariés, il faut se mobiliser. En ce qui concerne tous les chômeurs, il faut se mobiliser. Moi, un de ces jours du printemps 2016, j'ai occupé les locaux nationaux du MEDEF. J'ai été accusé par le MEDEF d'avoir dégradé le volet d'entrée. Alors, on m'a relaxé. Alors, je ne sais pas si je dois dire merci à la vidéosurveillance, parce que la vidéosurveillance était une des pièces à conviction qui servait à mon accusation, et cette vidéosurveillance a été une des raisons qui ont fait ma relaxe, parce qu'on a bien vu sur les caméras que je n'avais pas touché l'endroit incriminé. Mais il y a, au-delà de mon cas, il y a encore plein de gens qui sont sous le coup d'une sanction soit disciplinaire dans leur entreprise, soit administrative, soit judiciaire. Je pense qu'il y en a, un dernier recensement avait été fait par un camarade, c'est à peu près 2000 personnes qui ont encore besoin de notre soutien, de notre action, sur les lieux de travail, hors des lieux de travail, dans la rue. On a besoin de rester mobilisés pour que rien ne régresse. C'est dans la rue que ça se passe.